Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes avec Frédéric Daguet à la Villa Les Platanes. Bonjour Frédéric. Bonjour Mickaël. Eh bien nous avons aujourd'hui une excellente nouvelle à vous annoncer puisque nous allons vous parler d'un projet qui tient beaucoup à cœur à Frédéric, qui est la nouvelle édition donc 2021 des Nuits d'Agathos. Oui, notre festival continue avec beaucoup de vicissitudes à cause du confinement et de toutes les réglementations qui ont empêché nos grands projets de se réaliser. En effet, nous avions, vous vous souvenez que l'année dernière, nous avons eu un spectacle de danse exceptionnel du chorégraphe marseillais David Larry et de sa compagnie. Et on devait faire une création d'une contemporaine d'un spectacle appelé La Bête du Vaccarès en liaison avec la mairie de Saint-Raphaël et sur la place devant le Palais des Congrès. Malheureusement, les autorisations arrivées trop tard empêchent cette création. De toute façon, toutes les créations, tout est remis en cause pour cette année. Et donc la création est reportée à 2022. Donc cette année, comme c'est une année difficile, j'ai décidé, mais pour maintenir le festival, de n'avoir qu'un seul spectacle qui aura lieu le 28 juillet à 21h sur la pelouse d'Agathos et qui sera un spectacle sur La Fontaine, la vie et les fables de La Fontaine. Alors Jean-Paul Lucet, qui est un grand comédien, qui était directeur du théâtre des Célestins de Lyon, qui est un des plus beaux théâtres de France, et qui a un talent merveilleux pour nous raconter la vie de La Fontaine. Et en racontant cette vie, on se glisse dans les fables sans s'en rendre compte. Voilà. Il dit que La Fontaine avait des problèmes d'argent, des soucis d'argent, et qu'il va avoir un financier, son financier a un voisin qui est un savetier, toc, ça y est, on est dans la fable, et c'est merveilleux. Voilà. C'est un spectacle pour petits et grands, pour tout le monde, et je pense que ce sera véritablement une bonne chose que d'avoir ce bon moment au milieu de l'été. Et puis les fables de La Fontaine, hein, ça va notamment nous rappeler à tous, petits et grands, et notre enfance. Hein. Tout à fait. Notre enfance, ça nous rappelle la vie. Chaque personne, chaque fois que j'ai été à un spectacle lié aux fables de La Fontaine, ou chanté, ou avec dans différentes formules, chaque fois je vois bien tout le monde en ressort avec des pensées intéressantes dans la tête. Quoi. On se remémore évidemment ses souvenirs d'enfance, évidemment on les récite au moment où on les entend, celles qu'on connaît, mais surtout, on se met à réfléchir sur pas mal de choses. Et c'est là où La Fontaine est totalement éternelle et que ces problèmes qu'il a puisés dans Ésope, qui étaient les problèmes des Grecs, qui étaient les problèmes de Louis XIV, sont nos problèmes aujourd'hui. De toute façon, les problèmes de l'homme sont éternels. Et c'est vrai que c'est un projet qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur également, puisque, comme vous venez de le dire, les fables de La Fontaine, donc c'est des animaux, mais ça met en scène un petit peu l'être humain. Et on apprend beaucoup de choses, en écoutant La Fontaine. Et Oui, forcément, après chaque fable, on a beaucoup de choses à dire. tout à fait. Et puis moi, ça renvoie, si vous voulez, à un thème très écologique qui est en ce moment, c'est nos relations de l'homme et des animaux sur la Terre. On est en train enfin de penser que nous vivons sur la Terre, nous devons la partager avec les animaux qui sont là, et toutes les espèces vivantes, pas seulement les animaux, toutes les espèces vivantes qui sont sur la Terre. La Terre ne nous appartient pas. Et ça, on en a bien conscience dans La Fontaine, en voyant justement les animaux, les rois des animaux, la façon dont ils vivent, dont ils parlent. Je pense que c'est véritablement un thème écologique, mais très fort. Beaucoup plus fort que certains discours qui sont d'écologie politique et qui, selon moi, ne sont pas intéressants. Ouais. D'autant plus que, Jean de La Fontaine vivait à une époque où... Est-ce que vous pouvez nous parler justement du contexte de la vie que menait La Fontaine? Dans quel monde vivait-il justement? Comment il a pu nous pondre entre guillemets cette œuvre magnifique qui est la sienne? Parce qu'il a vécu dans le meilleur monde parisien de cette époque-là, c'est-à-dire dans le monde du surintendant Fouquet, de Madame de Sévigné, donc c'est-à-dire un monde de gens, d'écrivains, de financiers, de gens de la cour, de la haute noblesse parisienne. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'éclat évidemment du soleil, du roi soleil, mais en même temps, ils se protégeaient en ne vivant pas à Versailles et en vivant à Paris. C'est un des moments les plus intéressants de l'histoire des lettres françaises, où il y avait tellement de gens intéressants qui écrivaient, qui travaillaient entre eux. La Fontaine
travailler avec Molière, travailler avec Lully pour toutes sortes de fêtes. Je veux dire, c'est un peu une apogée de l'art français, on peut dire. Et cette apogée vers laquelle nous devrions toujours tendre, à mon avis. Oui, puis La Fontaine, c'est vrai qu'on a eu Molière, on a eu Corneille. Corneille, Racine, on a eu vraiment de très Et grands... on doit se souvenir de ce qu'on disait quand on était enfant. Aujourd'hui, quand on en parle à des enfants, ça ne leur dit plus rien. Et qui était la corneille posée sur la racine de la bruyère, Boileau de La Fontaine, Molière. Ah oui, Nicolas Boileau aussi. Voilà, le Boileau est totalement oublié. Ouais. Même à ma génération, on ne le disait plus. L'autre jour, j'ai eu une insomnie et je plonge quand j'ai des insomnies dans ma bibliothèque à côté de mon lit et j'avais une édition de Boileau que j'avais jamais lue. C'est formidable. C'est formidable. D'ailleurs, il y a une citation de Boileau qui est dans un de ses, dans un de ses écrits qui dit « Ce qui se conçoit clairement s'annonce C'est non, c'est aisément. aisément ». Et c'est vrai que c'est un peu la sensation qu'on a justement quand on fait ces vidéos ensemble, qui sont appréciées, puisque c'est vrai que vous parlez vous nous faites vivre un petit peu cette époque. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie à vous, Frédéric, personnellement, de faire venir Jean-Paul Lucet, qui a fait vivre d'autres grands auteurs français? Oui, parce que je connais Jean-Paul Lucet depuis 30 ans. Nous avons déjà travaillé ensemble sur un spectacle du Petit Prince et un hommage à Saint-Exupéry, rendu à Lyon en l'an 2000 pour le centenaire de la naissance de Saint-Exupéry, avec des grandes fêtes, place Bellecour et partout à Lyon. Et c'est un comédien formidable. Il fait partie de cette ancienne équipe. Et puis, un tel charisme, une telle diction du français, c'est absolument merveilleux. Le français est une langue magnifique. Quand on le parle... Ce qui est intéressant avec La Fontaine aussi, c'est que, et cette époque-là, bénie, c'est que le français a fini de se mettre en place. Il est en train de finir de se mettre en place. C'est-à-dire que, avec la disparition du latin comme langue officielle par l'édit de Villers-Cotterêts sous François Ier, et du latin comme langue diplomatique ou langue des savants entre eux, à partir du XVIe siècle, il fallait trouver une nouvelle langue qui soit le vecteur commun des savants, des gouvernants, des diplomates. Et de par la volonté du roi François, à partir du roi François Ier, il y a une volonté de faire du français cette nouvelle langue. D'où la modernisation du français sous François Ier avec Guillaume Budet et l'importation de mots grecs, de l'orthographe grecque. C'est pas un hasard, donc c'est pas complètement idiot. Je suis fermement contre toutes les réformes de l'orthographe. Je tiens à l'éléphant avec PH, parce que l'éléphant avec PH, c'est parce que ça a été voulu par Guillaume Budet sous François Ier, qu'on a voulu helléniser la langue française. C'est pas très difficile pour un enfant de se souvenir qu'il y a quelques mots, qu'un éléphant prend PH, je veux dire, c'est quand même pas bien compliqué. Donc, il y a une volonté de ce langage-là de français qui s'est enrichi en même temps des termes de Rabelais, d'un français très populaire, d'un français très vivant, etc. Et au début du XVIIe siècle, il est arrivé comme ça, il était un peu trop populaire encore, un peu trop naturel. Et avec la création de l'Académie française en 1636 et avec Malherbe, avec l'arrivée de quantité de gens qui ont remodelé ce français, il a fini par s'imposer pour devenir la première langue de l'Europe. La langue diplomatique, la langue des arts, la langue des lettres, etc. Et donc c'est à ce moment-là que le français a terminé de se transformer avec ses règles de syntaxe, de grammaire et d'orthographe. Et quand La Fontaine écrit, nous sommes dans la pleine puissance de ce nouveau français qui va rayonner, c'est ce français-là qui va rayonner jusqu'à nos jours, jusqu'aux années 60. Et n'oublions pas que ce n'est pas la culture et la littérature, que la France a eu une influence très grande dans le monde, beaucoup plus que les guerres de Louis XIV ou que les conquêtes de Napoléon. C'est la culture, on revient toujours Nous avons été toujours très forts, nous Français, dans le concept en fait. Oui, tout à fait. Nous étions... D'ailleurs, quand j'étais... à mon époque, ça avait disparu déjà, mais à votre époque, quand vous faisiez vos études, il y avait cette filière A+. Oui, on apprenait le latin et le grec. Absolument, j'ai fait cette filière. Filière, ouais. 1-1, ça s'appelait. Ah, ouais, pas A+, ouais. Latin-grec. Ouais. Latin-grec, c'était un peu obligatoire pour les bons élèves de faire du latin et du grec. Et puis, si le langage, c'est ce qui nous permet de penser, c'est la forme de l'intelligence, en fait. C'est une des formes de l'intelligence.
Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas parler, mais qui sont aussi des créateurs. Ce que je veux dire, c'est que si on tue le langage, on ne peut plus penser. On ne peut plus penser. C'était une étape fondamentale. C'est pour ça que c'est une étape obligatoire de l'évolution. Après, il y a celle de l'écriture, mais on voit qu'il y a encore sur Terre des populations qui sont restées avant le néolithique et qui n'ont pas d'écriture. Qui est cette fameuse tradition orale, de transmission orale. Absolument, tout à fait. Certaines tribus du Brésil. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont toutes ces tribus, parce que dans leur tradition orale, j'ai lu un livre qu'un ami à moi brésilien a publié sur les contes du Brésil, et c'est pour ça qu'il y a une richesse d'inventions, de sentiments, et on s'en sert pour des mots. Dès qu'on voyage, on voit que l'homme est le même partout. Absolument. Il n'y a aucune différence. Et on voit que le monde de la tradition se rejoint souvent dans sa structure, en fait, dans sa structure ne serait-ce que familiale déjà, et puis dans sa structure même à la spiritualité, en fait. On se rend compte, il y a tout, je ne sais pas si le terme tronc commun est joli, mais... Oui, il y a un tronc commun, il y a toujours un tronc commun. Il y a une exposition très intéressante à Paris, là, sur le luxe au musée des arts décoratifs. Et qu'est-ce que le luxe dans les temps préhistoriques, dans les premiers temps, première civilisation. Et ils ont mis dans une vitrine 3 objets. Je crois qu'il y a un chinois, un site et un indien Maiputch et autres d'Amérique du Sud. Ils sont de la même époque et on pourrait croire les thèmes sont communs, quoi. La recherche, les formes, les décors. Après, chacun va avoir sa spécialité, mais l'invention de l'homme, l'invention artistique, a toujours commencé un peu de la même façon. D'ailleurs, on le voit quand les archéologues trouvent des sépultures ou des tombeaux, que dans ce qu'ils mettent dans les tombes, on voit que parfois c'est très compliqué de voir de quelle culture ça vient, puisqu'il y a vraiment des objets qui sont... Alors on coupe dans une certaine modernité, mais à une certaine époque, on a beaucoup de mal à savoir si, même en Europe, si c'est des Germains ou vraiment des Romains, ou on a du mal à découvrir vraiment la souche du peuple, en fait. On a beaucoup de mal. C'est une grande exposition qui sera très intéressante à faire. C'est tous les arts primitifs dans le monde entier, au même moment. Et je crois qu'on aurait du mal quelquefois à localiser certaines œuvres, certaines sculptures qui sont pas bien. Il y a toujours dans les premières sculptures la mère, la maternité, la virilité aussi. C'est des choses, voilà, de base dont nous sommes sortis, parce que sans ces concepts, sans ces éléments, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de... Puis on le voit avec La Fontaine, pour en revenir aux animaux, que même technologiquement, on s'inspire des animaux, en fait. Quand on voit la carapace de certains insectes, on s'en est inspiré pour faire certaines choses. Bien sûr, c'est tout un ensemble de pensées qui se rejoint. Qui nous relie aux animaux, mais je pense que tout ça va dans le bon sens aujourd'hui. Tout ça va dans le bon sens, la protection des animaux est beaucoup plus réelle. Et donc c'est pour ça que je suis très content qu'on ait ce spectacle de La Fontaine. Voilà, je le répète, le 28 juillet à 21h, et je pense qu'on va passer une bonne soirée, qui sera suivie comme d'habitude d'un apéritif autour de Jean-Paul Lucet. On aura beaucoup de choses à se dire sûrement après, après ce spectacle. Ce sera propice à des échanges très agréables. Absolument. Une petite dernière question avant de se quitter, Frédéric. Est-ce que vous avez une fable de La Fontaine qui vous correspond, qui vous parle, à laquelle vous pensez tout de suite comme ça? Le chêne et le roseau. Le chêne et le roseau. Ouais, elle m'a marqué énormément quand j'étais enfant. Et puis on l'illustrait, on faisait des dessins. Je me souviens d'avoir peint le roseau, le chêne et le chêne et le roseau, mais j'étais très triste pour le chêne. Voilà. Oui, il y a toute une symbolique autour du chêne. Bah oui. En tout cas, merci Frédéric pour cet échange. Et puis on fera, je pense, d'ici le spectacle, quelques vidéos où on reviendra sur La Fontaine. Merci Frédéric. Merci à toi. À bientôt.